Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un sujet qui vous permettra de préparer un essai écrit argumenté. Vous pourrez, moyennant quelques finances de votre part, l'envoyer sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Il vous sera retourné, corrigé et commenté. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce premier épisode de l'analyse du journal. On va parler d'écologie, d'environnement et on va aborder le sujet de la COP 25 qui se déroule actuellement à Madrid. La COP, pour rappel, est un événement annuel qui se déroule pendant quelques jours et qui réunit des représentants de près de 200 pays dans le monde. Alors, ces représentants vont discuter des questions d'environnement, d'écologie qui concernent la planète. Alors, la COP 25 aura notamment cette année un sujet très grand sur la pollution des océans. On parle aussi de COP bleue. Bien que les océans soient un sujet qui soit très important, il y a un sujet pour ma part qui est encore plus important, c'est la pollution de l'atmosphère. Lorsque l'on parle de pollution de l'atmosphère, on peut évoquer l'effet de serre. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui comprennent peut-être mal, je vous explique rapidement ce qu'est l'effet de serre. Donc on a par exemple la Terre qui se trouve ici et le Soleil qui envoie des rayons solaires pour chauffer la Terre. Voilà, c'est un phénomène naturel qui se passe depuis des milliards d'années. Le Soleil et sa lumière, son énergie, permet à la Terre de développer des végétaux. Ces végétaux nous permettent également de vivre. Alors quand le cycle est normal, le Soleil tape un peu sur la Terre, il la réchauffe et une grande partie de cette chaleur est rejetée vers l'espace. Donc on a une température qui est normale pour notre vie. Maintenant, lorsqu'on ajoute une couche de pollution comme cela, avec cette couche de pollution, le Soleil vient bien chauffer la Terre, mais la chaleur ne peut plus partir dans l'espace, elle est prisonnière de cette couche de pollution. Et alors évidemment, à grande échelle, avec un peu de temps, il est évident que la température globale de la Terre augmente à cause de cette couche de pollution qui englobe la Terre. Alors cette couche de pollution, elle est composée de gaz à effet de serre et le principal de ces gaz à effet de serre est le gaz carbonique qu'on appelle également le CO2. Alors il faut savoir qu'il représente plus de 80% du volume de cette couche de pollution. Alors le CO2, comment l'être humain le crée? C'est très simple, c'est dans l'activité de tous les jours. Dès que l'on va utiliser de l'énergie pour transformer quelque chose, on va créer du CO2. Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous vous transportez d'un point A à un point B, le moteur de votre voiture va transformer du pétrole en énergie mécanique qui vous permet d'avancer. C'est cette transformation où l'on va brûler le pétrole qui va produire du CO2. On peut également le comprendre avec l'électricité. Pour produire de l'électricité, dans de nombreux pays, on va brûler du charbon qui va permettre de créer de l'électricité. Et cette électricité nous permet d'allumer la lumière, de regarder des vidéos sur YouTube ou de faire n'importe quoi avec de l'électricité. Imaginez bien que toute notre activité humaine ne peut se passer d'énergie. Si aujourd'hui on travaille de plus en plus dans des bureaux qui sont assez confortables et qu'on ne travaille plus dans les champs pour planter des pommes de terre et on se casse le dos à planter des pommes de terre, c'est parce qu'on utilise de l'énergie pour pouvoir travailler. C'est parce qu'on a réussi à créer des voitures, qu'on a réussi à créer des ordinateurs qu'il a fallu avoir des ingénieurs pour penser ces ordinateurs et ces voitures, qu'il a fallu des techniciens pour les fabriquer et qu'il a fallu tout un tas d'activités économiques
tertiaire, industrielle, qu'on n'a plus besoin de passer notre temps dans les champs pour planter des pommes de terre. Alors, il est vrai que l'activité économique telle qu'on la connaît aujourd'hui semble être l'ennemi de l'écologie. Voilà, je veux bien que vous compreniez ce point, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, le fait de construire une maison, le fait de fabriquer un stylo, le fait d'utiliser de l'électricité pour utiliser son ordinateur, pour se laver, pour voir un film, pour s'amuser n'importe où, pour faire n'importe quoi, on va utiliser de l'énergie et cette énergie, elle génère dans la majeure partie des cas du CO2. Alors on a l'impression que c'est un problème qui est insoluble. Et oui, c'est un problème qui est difficile parce que si on veut vraiment aller vers l'écologie, si on veut vraiment réduire les émissions de CO2, ça veut dire qu'il faut réduire son mode de vie. Alors avant de vous donner les solutions, je vais vous évoquer quelques chiffres. Vous savez peut-être que les arbres et les forêts absorbent du CO2 dans une certaine mesure. Ils absorbent le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère. Ils n'absorbent pas tout, mais ils en absorbent une petite partie. Également, les océans absorbent du CO2 dans une certaine mesure. Et dans un mode, on va dire, naturel, dans un mode classique, le CO2 que les êtres humains ou les animaux dégagent est réabsorbé par les plantes et par les océans, et il y a un équilibre qui se fait. Maintenant, avec notre activité industrielle, avec le fait qu'on va chercher du pétrole et du charbon pour produire de l'énergie et pour pouvoir satisfaire nos besoins de tous les jours, cette activité fait que l'on dégage beaucoup plus de CO2 que ce que la Terre n'est capable d'en absorber. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début des années 70, on produit en moyenne 3 fois plus de CO2 chaque année que ce que la Terre n'est capable d'en absorber. Ce qui veut dire que chaque année, on a beaucoup plus de CO2 qui est contenu dans l'atmosphère et qui ne peut pas être absorbé par la planète. Alors quand on parle de ce chiffre de 3 fois l'émission de CO2 par rapport au volume que la Terre est capable d'absorber, cela veut dire que si on veut atteindre l'équilibre, on est obligé d'utiliser 3 fois moins d'énergie. Cela veut dire qu'on doit réduire beaucoup de choses par un facteur 3. Autrement dit, si vous regardez la télé 3 heures par jour, vous ne la regarderez plus qu'une seule heure. Si vous consommez 3 litres d'essence pour vous rendre au travail, il faudrait utilement que vous n'en consommiez plus qu'un. Si vous habitez une maison de 100 mètres carrés, il serait idéal que vous n'habitiez plus qu'un logement de 35 mètres carrés. Voilà, ça c'est dans la théorie, sur le papier, c'est ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'équilibre. On se rend bien compte que c'est très difficile à faire en très peu de temps. Par ailleurs, je veux ajouter le problème suivant, c'est que des pays tels que l'Inde et la Chine et d'autres pays qui n'avaient pas une économie très forte avaient un niveau de vie très faible il y a encore 20 ou 30 ans et récemment leur niveau économique explose et ainsi leur consommation d'énergie pour satisfaire leurs besoins quotidiens augmente elle aussi. C'est-à-dire que le facteur 3 dont je parlais tout à l'heure monte en réalité chaque année. Donc vous voyez que dans ce problème écologique, même si les politiques ont peut-être certains pouvoirs, il n'est pas évident de dire à toutes les personnes d'un pays, ben voilà, vous allez réduire votre activité de tous les jours par un facteur 3. Est-ce qu'on a envie de diminuer sa consommation de certaines choses par 3 ? Si on utilisait un ordinateur tous les 5 ans, est-ce qu'on a envie de faire 15 ans avec le même ordinateur ? Est-ce que si on change notre voiture tous les 10 ans, est-ce qu'on a envie d'attendre 30 ans pour la changer ? Est-ce qu'on a envie de faire 3 fois moins de trajets pour se rendre au travail ou pour se rendre dans nos lieux de loisirs ? C'est difficile, c'est compliqué. Même si on est très motivé pour changer les choses, on se heurte quand même à des considérations
personnelles qui font qu'on a du mal à réduire son train de vie. Par ailleurs, d'autres personnes qui polluent de façon considérable, je pense notamment aux personnes qui accèdent à l'industrie, aux pays émergents. Ils polluent énormément car ils ont des industries à charbon, souvent basées sur le charbon, et ces personnes veulent simplement manger le soir et ils sont obligés de polluer pour pouvoir manger le soir et pour ne pas mourir de faim. Alors dans de telles conditions, c'est pas évident de trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Par rapport à ce problème écologique dont les dirigeants de certains pays discutent actuellement à Madrid, je vais évoquer certains points de vue pour vous permettre de comprendre encore mieux et pour vous permettre peut-être de trouver des solutions par vous-même. Je vais d'abord évoquer les jeunes qui se sentent vraiment très concernés par ce problème, car effectivement ils sont nés dans un monde qui est déjà pollué, qui est déjà dans une situation un peu critique, et ils se sentent vraiment concernés, ils sont très motivés pour faire quelque chose. En tant que figure de proue de ce groupe des jeunes, la proue, vous savez, c'est l'avant du bateau, et dans les anciens bateaux, on avait une statue qui amenait le bateau, et on a utilisé cette image pour dire le leader d'un mouvement ou le leader d'un groupe, c'est la figure de proue. Donc en tant que figure de proue du groupe des jeunes, on pourra trouver Greta Thunberg, dont on parle beaucoup dans le journal. Cette personne veut transmettre ce message, veut faire prendre conscience à la population qu'il y a un danger écologique à avoir une activité économique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et elle veut promouvoir cette idée et elle cherche à rencontrer le maximum de responsables politiques. On peut voir qu'en France, lorsqu'elle a été accueillie à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été accueillie très bien. On peut vraiment dire qu'elle a été même très mal accueillie. Et on peut imaginer que les responsables politiques, qui sont souvent relativement âgés, on va dire, ont des difficultés à voir les jeunes comme des donneurs de leçons. Et pourtant, les responsables politiques, cette tranche d'âge de personnes, sont en grande partie responsables de la pollution qu'on connaît aujourd'hui. Alors les jeunes qui subissent cet état de fait, il est normal qu'ils aient vraiment un ressenti négatif à l'égard de la classe politique plus âgée. Voilà, donc vous avez les jeunes qui sont vraiment motivés, qui sont acharnés parfois et qui voudraient faire quelque chose, qui voudraient faire bouger les choses, mais ils ont du mal à trouver un support parmi les responsables politiques. Je vais évoquer ensuite le monde économique avec 3 catégories de personnes. On a les employés, je vais dire de base, mais ce n'est pas négatif, je veux dire les employés qui, en France, touchent un salaire compris entre 1 000 et 2 000 euros. Ça concerne la plupart des personnes. Ce sont des employés qui cherchent simplement à faire vivre leur famille, à manger tous les jours, à partir une fois en vacances dans l'année et à vivre sereinement. On a ensuite une catégorie de cadres qui a en France des salaires allant de 2 500 à 4 000 euros. C'est la catégorie de personnes qui va encadrer les employés. Et ces personnes-là ont parfois un niveau d'éducation qui est un peu plus élevé ou une expérience qui est plus forte dans un certain domaine. Et les cadres souhaitent, il est légitime pour eux d'ailleurs, acquérir un niveau de vie qui est un peu supérieur à celui des employés. On peut le comprendre, si on a déjà travaillé plusieurs années, si on a étudié pendant plusieurs années, on a envie d'avoir une maison peut-être un peu plus grande, un véhicule qui est plus confortable, on a envie d'avoir toutes ces choses et c'est légitime d'avoir un niveau de vie qui est en adéquation avec ce qu'on a déjà fait avant. Enfin, je voudrais citer la catégorie des cadres supérieurs, donc ce sont les grands dirigeants d'entreprise, c'est également la catégorie de certains responsables politiques, les présidents, les ministres peuvent être rangés dans cette catégorie. Ils ont un niveau de vie qui est bien supérieur aux 2 catégories précédentes. Ils sont également responsables d'une activité économique
bien plus large que les deux catégories précédentes. Vous ayant présenté ces trois catégories, je voulais vous montrer que le monde économique, c'est vraiment ce qui nous entoure. Toutes les personnes, en principe, travaillent ou alors sont au chômage, mais ont quand même une situation économique faible, certes, mais ils ont quand même une activité économique. Ce que je veux vous montrer, c'est que toutes les familles, tout le monde a une activité économique et que tout le monde consomme, tout le monde utilise de l'énergie pour vivre, pour fabriquer sa maison, pour rouler, pour aller au travail, pour s'habiller et pour tout. Quelle que soit la catégorie dont on fait partie, il semble difficile de quitter le confort de sa catégorie pour passer à une catégorie inférieure. Si j'habite 400 mètres carrés, je vais avoir des difficultés à habiter 150 mètres carrés. Si j'ai un véhicule qui roule bien, qui est confortable, je vais avoir des difficultés à prendre un véhicule qui fait beaucoup de bruit, qui est petit et où je ne peux rien faire. Donc c'est difficile. Je vais citer ensuite l'avis des écolos. Alors les écolos, c'est les personnes qui ont une conscience de l'écologie, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être écouté mes vidéos, ils ont peut-être écouté les informations, ils sont sensibles à cette corde de l'écologie et ils veulent faire quelque chose. Les écolos, ils réduisent bien souvent leur quantité de plastique, ils vont penser à comment je peux aller au travail, est-ce que je dois forcément prendre ma voiture, est-ce que je peux prendre peut-être le bus ou le vélo qui ne pollue pas du tout. Voilà, c'est la notion écolo, c'est le groupe des écolos. Alors il ne faut pas voir les écolos comme complètement sortis du monde économique, non. Ce sont bien sûr des gens qui travaillent, ils ont déjà un travail, ils peuvent être comptables, ils peuvent être employés, techniciens, ingénieurs, avocats, peu importe, ils ont un travail qui participe à l'activité économique. Et alors c'est vrai que les écolos peuvent avoir un comportement à la maison qui est écolo, et pourtant le fait qu'ils font partie du monde économique, qu'ils font partie du travail, s'ils sont ingénieurs dans une industrie quelconque, ils vont forcément contribuer à cette utilisation de l'énergie par leur entreprise, ils vont forcément contribuer à cette activité économique qui est consommatrice d'énergie et qui est productrice de gaz carbonique. Et il est tout à fait difficile de se séparer du monde de l'entreprise parce qu'on a besoin de payer son loyer, on a besoin de manger et pour ça il faut contribuer à l'activité économique d'une entreprise pour pouvoir percevoir un salaire. Je veux également vous parler des climato-sceptiques. Les climato-sceptiques sont les personnes qui pensent qu'il n'y a pas de lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique que l'on observe. Il y en a même qui disent que les températures du climat n'augmentent pas. Donc on peut éventuellement penser qu'il n'y a pas de lien entre l'activité humaine et le fait du réchauffement climatique, même si je ne suis personnellement pas du tout d'accord avec ça. On peut le penser. En revanche, si l'on observe les températures moyennes depuis le début du siècle précédent jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une montée générale, une montée de la moyenne de 1 voire 2 degrés. Donc, si l'on nie qu'il n'y a pas d'augmentation de la température, c'est qu'on n'a pas étudié ces documents scientifiques. Il suffit de les regarder et on le voit très bien. Alors, les climato-sceptiques, ils semblent être ennemis des écolos parce que eux, ils vont consommer sans réfléchir, sans se poser la question de savoir ce qui se passe. Et ce sont des personnes qui vivent en accord avec eux-mêmes, qui vivent sûrement très bien, je pense. Mais il y a certains pays dont les dirigeants se revendiquent d'être climato-sceptiques. C'est le cas, par exemple, du Brésil ou des États-Unis, avec Donald Trump, qui se revendiquent climato-sceptiques et qui ne souhaitent pas intégrer leur pays dans des actions écologiques. Et lors de la COP 21, les accords de Paris qui devaient être signés n'ont pas été ratifiés par les États-Unis à cause du président Donald Trump. Alors, dans le cas où le problème écologique touche tout le monde sur la planète, il y aurait lieu, évidemment, de s'entendre tous ensemble, et c'est l'objectif de cette COP qui se tient annuellement. Enfin, pour terminer, on pourrait dire que l'activité économique semble
une difficulté face à l'écologie. Je vous ai évoqué vraiment le monde économique tel qu'on le connaît en France, avec les employés, les cadres et les cadres supérieurs. Ça se passe dans tous les pays. Et il est vrai que pour atteindre une qualité de vie qui est suffisante, on va dire, pour pouvoir manger à sa faim, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vivre correctement, il y a lieu d'avoir une activité économique. Pour simple rappel, si aujourd'hui je ne suis pas dans un champ à planter des pommes de terre, à me casser le dos pour planter des pommes de terre, si aujourd'hui j'arrive à manger à ma faim, c'est parce qu'il y a de l'activité économique. Si on ne meurt pas de la malaria ou de la peste, c'est parce qu'il y a eu des scientifiques qui ont réfléchi à concevoir des vaccins ou des produits chimiques pour réduire les maladies. Et si les Japonais qui visitent Paris sont émerveillés devant la tour Eiffel, je pense qu'ils ne regrettent pas du tout d'avoir un avion à disposition. Mon avis personnel, c'est qu'il est difficile de réduire tout d'un coup. On ne peut pas passer de 3 à 1 en très peu de temps. C'est impossible et ça ne se fera pas sans confrontation. Alors, je suggère que l'on pose les problèmes écologiques sur la table. On dit par exemple la taille des logements, c'est un problème parce qu'il faut plus de matériaux, il faut plus d'activité économique pour construire une maison. Dans ce cas-là, si vous voulez construire une grande maison, vous avez l'obligation également de concevoir une petite maison pour une personne qui est dans le besoin ou éventuellement pour un réfugié. En faisant ça, on est obligé du coup de réduire son budget pour sa propre maison. On ne va pas imposer une taxe qui n'a pas de sens, mais on va dire si vous voulez un peu plus de confort que ce qu'un être humain peut avoir sur cette planète, dans ce cas-là, vous devez offrir un minimum de confort pour une autre personne. On prend d'un côté et on investit de l'autre. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver. On peut évoquer la même chose avec les voitures. Si vous voulez une voiture plus grosse, plus confortable, qui consomme beaucoup plus d'essence, dans ce cas-là, vous devez également investir dans un vélo, par exemple, pour une personne qui ne peut pas se déplacer facilement dans une ville. Voilà. Ensuite, on peut réfléchir à l'esprit de consommation. Est-il utile de manger des mangues en France toute l'année? Peut-être qu'on peut insister sur la production de fruits et légumes locaux qui n'auront pas besoin d'être transportés sur de longues distances. Peut-être qu'on peut augmenter le prix des transports en avion. Moi, je suis pour un prix de l'avion qui est relativement cher. Peut-être qu'on pourrait avoir que de la première classe, ça fait que c'est plus cher, et on va réfléchir, est-ce que j'ai besoin de faire 4 voyages dans l'année? Je peux peut-être en faire un tous les 2 ans, ça me suffit. Donc voilà, vous voyez que le problème de l'écologie, ça touche tout le monde. Il y a des responsables politiques qui peuvent faire des choses, mais il leur faut le soutien de la population, et parfois la population ne peut pas donner ce soutien parce que ça va venir entraver leur confort et ça va venir entraver leur niveau de vie. Alors, il faut des discussions, il faut poser les problèmes et répondre très franchement. Alors, pour terminer ce premier épisode de l'analyse du journal, qui portait sur la COP25 et sur l'écologie, je vous propose le sujet suivant. Peut-on réconcilier écologie et économie? Voilà, avec ce sujet, vous pouvez éventuellement écrire un essai argumenté de 250-300 mots. C'est un bon entraînement pour les examens du DALF. Vous pouvez me l'envoyer sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous le renverrai corrigé et commenté. Voilà, merci de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt.